Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Ion News, nous sommes en direct et bonne année surtout. C'est déjà la rentrée sur Ion News et pour cette première émission, nous accueillons Nicolas Ritter, le directeur de PILS, Prévention, Information, Lutte, SIDA. Nicolas Ritter, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors bien évidemment avec Nicolas Ritter, nous allons parler de cette première réunion du National Drug and HIV Council présidée par le Premier ministre hier. Fait un an que le Premier ministre fin dire qu'il pour mettre en place sa conseil-là. Et un an après, parce qu'il s'y dira en fait dans ce dernier allocution 1er janvier, c'est ça 1er janvier-là, qu'il redit ça et puis il fait effectivement quelques jours après. Tout à fait. Mieux vaut tard que jamais, Nicolas Ritter. Oui, allons voir le verre plutôt à moitié plein qu'à moitié vide. Même si un an, c'est beaucoup. Nous pouvons penser qu'il nous a fait beaucoup d'affaires, si depuis l'année dernière, ça fait la silencée, mais toujours est-il que voilà, le conseil est en place, et il y a encore un peu fine-tuning pour faire notre gouvernance. Nous pas finirons encore dans les sujets de fond, mais ça ne saurait tarder. Le Premier ministre s'est engagé à ce qu'on se revoie très très vite pour vraiment que le travail commence avec, parce que ce n'est pas le travail qui manque. Nous beaucoup sur un sujet de fond justement après, aussi un peu sur le fonctionnement, mais déjà, entre l'année dernière, l'annonce du Premier ministre pour dire qu'il y pour faire en 2018 et là, la première réunion, finalement, bien évidemment, un point essentiel de ce qui se passe dans ce domaine-là, c'est le rapport de la commission d'enquête sur la drogue qui est publié. Pour me comprendre aussi que probablement une partie du raisonnement, c'était nous attendre rapport-là sorti pour nous faire sa commission, sa conseil national-là. Est-ce qu'il rapport un sens quelque chose dans les perspectives, dans les enjeux, dans le problème qui se pose sur la table ou alors, en fait, le constat avait déjà été fait et puis tu es capable de faire avant? Le constat est déjà fait par la plupart des experts, des membres de la société civile, des associations. La situation de la drogue dans Maurice, et moi pas pour rentrer dans les aspects politique ou du trafic, etc. Mais sur une base de santé publique. Mais ce rapport, il gagne il est important parce que pour la première fois, un rapport peut dire qu'il nous travaille sur la drogue, sur les drogues, sur les produits psychoactifs dans Maurice, dit pas marché, qui nous distingue les autres alternatives. Et à ce titre, le rapport cite plusieurs modèles qui existaient du Portugal à l'Uruguay, du Canada aux Pays-Bas. Et depuis la publication de ce rapport, énormément de pays déjà commencent des évolutions législatives en matière de lutte contre la toxicomanie, de lutte, ou en tout cas de loi pour minimiser l'impact des drogues et des substances psychoactives dans le pays. Donc, nous partis bizarres attendre ce rapport-là. Nous connaissons qui vise à faire. C'est maintenant une question de volonté politique, tout simplement. Mais ce rapport, quand même, a son importance parce qu'il est supposé être un guiding document, mais ce n'est qu'un rapport. Oui. Et un rapport, on en fait ce qu'on en veut. On le met dans un tiroir où on décide de se l'approprier pour mettre en place une action qui vise un. Mais voilà. Donc, pour l'instant, on va voir où est-ce que ce gouvernement et ceux qui vont suivre feront de ces recommandations. Alors, nous, justement, nous cause conseil là encore un petit peu parce que beaucoup de monde, par contre, le conseil pas comprend qui il était, comment il est constitué et qui il peut faire. Alors, un des points particuliers de ce conseil-là, c'est qu'il regroupe un nombre très important d'acteurs. Moi, sa feuille qui listait combien de monde dans le rôle là, il fait une page à 4 net, la quantité de monde qui est là. Alors, il regroupe un nombre très important d'acteurs de mon ministère, de mon institution publique, de mon ONG, comment vous-même, avec même un représentant secteur privé. Quel est l'enjeu? Il manque un lieu de débat, il manque un lieu de dialogue, ou bien il y a un dialogue, mais c'est juste pas formalisé. Qui fait sa forme-là? Ce n'est pas une nouveauté, Rabin. C'est une continuité de ce qui tient en place depuis 2002. Depuis 2002,
l'alliance MMM-MSM qui met en place un National AIDS Committee qui se composition qui est encore plus grand que ça n'a là. Nous, dans ce council-là, PENA représentant l'OMS, PENA représentant UNDP, on fait sa remarque là. PENA officiellement un représentant Bandimoun qui vit avec le VIH, PENA officiellement un représentant de Bandimoun qui consomme des produits psychoactifs. C'est pour moi un problème de légitimité. Nous bien adresser cette question-là. Bien sûr, tout les ONG pas qu'à assise ce council-là parce que là, c'est pas un pas à 4 mais 3 qui nous peut gagner. Mais oui, c'est c'est pas un espace de dialogue forcément, hein, c'est un espace de décision. Parce que quand nous pécose la lutte contre le sida, quand on dit un espace de décision, ou prend décision quand il y a un travail en amont, il finit faire. Donc pour là, qui va un travail en amont, qui finit faire et qui reste pour mettre en action. Le Premier ministre nous a dit. Nous avons le National Drug Control Master Plan. Nous avons un plan d'action pour les 5 prochaines années, enfin 4 prochaines années. Qui date d'un an déjà. Qui date d'un an déjà, qui est prêt, préparé avec l'ensemble de la société civile, des différents ministères, de la police, des prisons, mais aussi des experts internationaux qui sont venus. Donc, on a un plan assez solide qui capable de toujours améliorer, bien entendu, et aussi un plan d'action de lutte contre le sida. Donc, on a des documents de référence qui, avec ce ban indicateur, avec ce ban d'action de travail, etc. Mais le souci, c'est qu'il n'y a aucune instance pour faire le suivi de ces deux plans-là. Nous avons pensé qu'au niveau du National AIDS Plan, on a un ministère de la Santé, oui. Mais le VIH ne concerne juste la santé. C'est un sujet qui concerne aussi bien le ministère des Finances, l'intégration sociale, les femmes, les jeunes. Sécurité sociale, l'éducation, la prison, l'éducation, etc. D'ailleurs, Madame la ministre de l'Éducation était là, le ministre de l'Intégration sociale était là, le ministre de la Jeunesse était là, le ministre du Travail était là. Donc voilà, donc, il faut à un moment donné débloquer des situations auxquelles nous sommes confrontés. Un exemple concret, dans nos volontés et la volonté du pays de réduire la nouvelle contamination par le virus du sida chez les bandimounes qui injectaient la drogue, et aussi la réduction de la contamination par le virus de l'hépatite C chez ces mêmes populations, depuis 2006, on a un programme d'échange de seringues et un programme de distribution, un programme de substitution à la méthadone pour des bandimounes qui sont dépendants de baniopiacés. Ça a donné des résultats, de bons résultats, même si nous avons amélioré, etc. Mais sur l'échange de seringues, nous avons une loi qui appelle le HIV/AIDS Act, qui encadre sa possibilité de faire des programmes d'échange de seringues. Sauf qu'il a, voilà, une filière un peu rapide, nous pas une pense à certains aspects. Et aujourd'hui, nous pouvons trouver que la contamination peut continuer, malgré des gens qui pensent rien propre. Qui fait parce qu'ils partagent les autres outils, calcium, filtres, etc., qui permettent au virus de passer. Donc, si nous les cohérents dans nos politiques de prévention pour que le virus sida et le virus d'hépatite C pas fan dans le pays, nous bizarre amende la loi parce que pour l'instant, donner n'importe quel matériel à un dimon pour qu'il y injecté ou qu'il y consomme la drogue, il y a une offense. Mais nous pouvons bloquer depuis 5 années, 6 années là. Nous highlight ce problème-là, mais à chaque fois dire it's a policy decision, it's a policy decision. Mais maintenant, il faut que ce problème-là, par exemple, les vignes devant council et qui council pense les responsabilités, voilà, et il y a même ça dans le Parlement
nous avons 5-6 ministres là, plus le Premier ministre qui amène ça le Parlement, et il fait amende le HIV exact, donc il nous capable plus efficace dans notre travail sur les programmes d'échange de règles, par exemple. Ce qui vous peut dire être plus efficace, le Premier ministre là, le comité présidé par le Premier ministre, il est censé être présidé par le Premier ministre à chaque fois, enfin officiellement, on trouve l'eau papier là, écrit, il est présidé tous les 3 mois, mais là quand je peux discuter, il y a la possibilité qu'il fait une réunion à échéance un peu plus c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Qui ça? Puis il y a un comité ad hoc qui peut monter, c'est-à-dire un comité de travail spécifique, law reform ou prévention, amélioration de la prise en charge, etc. Il y aura différents comités qui vont involver beaucoup plus de partenaires, associatifs, personnes vivant avec le VIH, personnes concernées, etc. Donc c'est une grosse machine qui se met en route. Et derrière, bien sûr, sous la présidence de la personnalité politique la plus importante de l'île. Pour revenir à lui, et ça c'est une critique qui revient souvent par rapport à l'administration publique, au ministère, quand il y a une petite chose, l'environnement par exemple, quand il y a plusieurs stakeholders qui sont censés gérer les affaires, c'est beaucoup d'administrations spécialistes inspirées au passe-boule. Là, c'est le Premier ministre qui peut présider ça. Est-ce qu'il y a une raison tangible et réelle de croire que le fait qu'il Premier ministre qui peut présider ça pour faire qu'il dans une policy decisions qui vous peut dire bien prend là, will get taken pour walk the talk, comment nous dire? Je n'ai ni un avis favorable ni défavorable. C'est la première fois que je travaille avec le Premier ministre, ce Premier ministre. Je n'ai pas contre aussi le travail. J'espère que ce sera le cas. Il est en position d'autorité, de rassembler et d'arbitrer à un moment donné. Et ce sera, bien sûr, le Council fera ses recommandations. On aura certainement des débats au niveau du Council sur certains aspects qui le méritent. Mais si il y a un consensus au niveau du Council, à un moment donné, le Premier ministre peut bien trancher. Ce sera une décision politique. Bien sûr. On verra. Moi, je dis l'avenir le dira et je ne veux pas préempter de ce qui va se passer. Inquiètement un petit peu là, quand on dit à moi que c'est la première fois que vous pouvez travailler avec le Premier ministre. PILS, ce n'est pas une petite ONG. PILS, ce n'est pas une ONG qui manque de crédibilité. Je suis là depuis longtemps, je travaille reconnu, je suis dans une assise, etc., qui travaille dans ça, la question de la réduction des risques, etc. Moi, un petit peu étonné qu'il vous dise à moi que première fois que vous travaillez avec le Premier ministre, ça veut dire ou bien un collègue, ou bien les autres camarades dans les autres ONG qui occupent ça, un type de problème-là, pas gagner les temps assises avec le responsable politique le plus important du pays et essayer de discuter un coup pour qu'on ait un coup qui va l'idée de capables d'échanger. Certains de mes collègues ont eu l'opportunité de rencontrer le Premier ministre pour discuter de ces thématiques. En ce qui me concerne, malgré quelques courriers que j'ai envoyés aussitôt que M. Jagdnot a pris ses fonctions en tant que Premier ministre, pas aucune rencontre de travail avec le Premier ministre. Donc, voilà, c'est ainsi. Bon. Mais je tenais une évaluation, allez, on va dire, de ce que le Premier ministre pensait d'un certain type d'approche qui, par exemple, Kotou, je prenais, PILS prenait, par exemple, une approche simple, support, don't punish, pas criminalise Mandimoun qui a un problème médical, avant tout, dépendant d'une substance, ou alors dans une situation que je contracté le VIH, c'est bien gérer la situation et non pas ostraciser, etc. Ou par exemple, hier, je connais un collègue qui reprend ça comme une headline dans la presse pour dire que le Premier ministre dit qu'il n'est pas favorable à la dépénalisation du cannabis. Est-ce qu'ils ont l'idée que le Premier ministre pensait, ou tout ça, c'est issues qu'ils ont défendu? Je ne suis pas dans la tête du Premier ministre, mais ce qui me remarqué, c'est quand tu fais cette conférence en septembre 2017, Madame la Présidente, à l'époque, est venue faire l'ouverture, Monsieur le Premier ministre est venu faire l'ouverture, et ainsi que l'Attorney général. Quand le Premier ministre il fait ce discours à cette époque-là, ce discours est très blunt, bien sec sur la drogue, les drogues et les personnes qui consomment des drogues.
un discours un peu unilatéral. Voilà. Maintenant, Dans la lignée de Sage. c'est vous qui le dites. Oui. En tout cas, très peu, avec très peu d'espace pour de la place pour les droits humains, pour la santé. Oui. Mais depuis un an, on voit une évolution légère, pas très importante, mais qui a une évolution dans le discours. Et hier, même si ce n'était pas du tout le propos et que nous n'en avons pas parlé du tout pendant le Council, mais après, en conférence de presse que le Premier ministre a fait, il y a effectivement certains de vos collègues qui ont posé des questions sur le cannabis. Moi, j'ai lu et j'ai surtout vu l'intégralité de sa réponse. Il a été extrêmement modéré par rapport à ses précédentes déclarations. Oui. Il a parlé, et on va voir ce que les experts disent, on va voir comment les choses vont se passer. Il n'a pas fermé de porte, il n'a pas eu un discours sec en disant il n'en est pas question. Oui. Il a été plutôt diplomate sur ces questions-là, et il a quand même réitéré effectivement sa position personnelle. Oui. Mais on sent qu'une certaine possibilité de dire, ben, voilà mon opinion personnelle, mais sous-entendu que si on me met devant des évidences qui pourraient me faire évoluer en termes de ce que je pense, je suis ouvert à ce qu'on me nourrisse en termes d'évidence pour pouvoir évoluer. Oui. Donc, moi, c'est ce que me ressenti. Et je crois que c'est assez positif. Donc, je crois que c'est ça qui est important. C'est que nous sommes autour d'une table où nous pouvons discuter. Et c'est pour ça que je suis sorti assez content hier de sa réunion-là, parce que nous nous sentions un espace de dialogue. Alors, il y a beaucoup de gens qui parlent forcément oser pour discuter. C'est pas forcément un espace de dialogue comme on pourrait l'imaginer. C'est pas un think tank. Oui. Hein. On est amené à échanger des idées et à défendre nos idées. Et moi, je pense que le Premier ministre a une capacité d'écoute et j'espère d'adaptation aux réalités internationales, et aux réalités scientifiques, aux réalités économiques, aux réalités sociales et aux réalités sanitaires, parce qu'on est dans une urgence. On n'est pas là en train de décider à quelle couleur on va repeindre la citadelle, quoi. Hein? On est là sur quelque chose d'extrêmement grave qui impacte tous les Mauriciens. Donc c'est une plateforme aussi d'advocacy pour faire en sorte, pour amener le politique prendre une décision qu'ils ont estimée dans les ONG qui occupent la prévention des risques, qui pour aller dans la direction pour gérer les problèmes de manière un peu plus... C'est une plateforme de plaidoyer, oui, si on veut, mais moi, je pense qu'il puisse être une plateforme que, voilà, nous avons un plan, nous disons, nous pouvons faire ça, pour faire ça, nous pouvons besoin tel ministère fait ça bout là, tel autre fait ça, ONG bien faire ça, nous besoin trouver telle ressource, mais nous là, et nous mettons ça devant la table, et nous prenons décision qui est bizarre. Et pas dire moi pas tu connais. Donc c'est comme ça qu'il faut travailler sur des questions aussi importantes. Et pour moi, c'est pas une petite affaire. Et nous pas cause 10 questions de la drogue. Bien sûr. Le VIH à Maurice peut continuer à progresser, pas seulement chez les toxicomanes, mais dans la population à large. Nous pécosons pendant très longtemps des populations les plus touchées par le VIH, donc les personnes qui s'injectent des drogues, bandits gays, bisexuels, trans, sex workers. Mais aujourd'hui, virus-sida, il se propage dans l'ensemble de la population. Les femmes sont de plus en plus touchées, les jeunes sont de plus en plus touchés. Donc, on fait quoi par rapport à ça? Donc, il faut prendre des décisions. Depuis 12 ans, tous les ans, systématiquement, nous pétons dans des sex education schools, là, nous pouvons rentrer là, nous pouvons commencer. Nous revenons normalement l'aspect pratique, la régularité, mais nous revenons le conseil lui-même et ce plan. Ou pas sans savoir qui nous donne l'année électorale, ou pas sans savoir tout ce que vous pouvez discuter, ça veut dire une décision qui bien prend qui éventuellement peut transformer en un amendement législatif ou un nouveau la loi. Bien devant le Parlement prend en mars, il pourra en congé en août, il pourrait prendre en octobre, nous même pas connaissons pas, il pourrait prendre en octobre, mais il pas pourrait prendre en octobre, il pourrait jusqu'à décembre, nous pas connaissons pas, il pourrait jusqu'à décembre.
très forte probabilité de pas poil jusqu'à décembre. Donc, il y a une très courte fenêtre de tir. Donc, maintenant, sa première réunion d'hier, là, et ça quelques mois, nous besoin de dire qu'il restait pour essayer de faire quelque chose, avancer, qui vous expecte. Moi, parce que nous pouvons demander les aspects pratiques après, là, un enjeu réel, mais en termes de fonctionnement, en termes de comment tu peux dire, de constitution des mécanismes de gouvernance, qui vous expecte conseil là fini mettre sur place là? Mon première expectation, c'est qu'il nous pas trop perdu les temps dans comité, sous-comité, etc. Oui. Et que très vite, le staffing se fait comme un bien fait dans un secrétariat qui est identifié. Oui, parce qu'il y a du monde. Voilà. Même s'il y a au niveau national secrétariat, même s'il est understaff, depuis que national secrétariat, une sortie du PPMO, une arrêt sous le ministère de la Santé. Ça c'est un, donc nous visons rapidement mettre le council qui est fonctionnel, et nous pas qu'à perdre des temps là. Le Premier ministre il donne nous des semaines pour faire nos suggestions en termes d'amendements sur la gouvernance pour qu'ils aient fait la roule vite. Nous expectons une nouvelle réunion dans un mois, mais une réunion pour qu'ils nous valident une proposition qu'ils nous font. Et surtout qu'on se mette vraiment au travail. À juste titre, effectivement, on a raison, nous, dans une année électorale, en tout cas la dernière année du mandat de l'Alliance des peuples, bien malin qui pourra dire quand seront les élections, mais toujours est-il que nous connaissons, nous pas pour 3-4 bonnes années pour travailler avec cette équipe-là. Après, on verra. Mais la fenêtre de tir, comme vous l'avez dit, est limitée. Bon, néanmoins, entre mars et août, il y a quoi? 6 mois? Mars, avril, mai, juin, juillet, août, 6 mois, où on peut faire des amendements, faire bouger les choses au niveau du Parlement, mais tout ne réside pas dans le Parlement non plus. Bien sûr. Il y a des décisions qui peuvent être prises, tout simplement au cabinet. Il n'y a pas besoin d'aller au Parlement pour certaines choses. Donc, je pense qu'on peut faire beaucoup de travail en 6 mois, en 8 mois. C'est une question, encore une fois, de leadership, d'une volonté de travailler ensemble et qu'il y ait l'huile de la connaissance qui alimente les rouages de l'action. Alors, nous rentrons un peu dans la pratique maintenant. Du coup, on commence à évoquer la question de la prévention et de la sensibilisation. L'éducation sexuelle tabou dans l'école. Encore fait beaucoup d'années de cela qui nous cause dans nos pénassailles dans l'école, tu n'as pas de star schools qui nous appellent à l'époque, tu n'as pas de contamination par le virus. La question de la drogue synthétique, il y a quelques rares exemples dans l'éducation privée, côté Naman Richter, du Collège Saint-Esprit par exemple, qui sonne, qui brandit la sonnette d'alarme. Dans l'éducation publique, à un moment, tu peux dire qu'elle n'a même pas existé. C'est un aspect important, ça, l'éducation et la prévention dans nos écoles, surtout publiques? Bien sûr, les jeunes sont les premières cibles de l'expérimentation aux produits. Qu'on soit à Maurice, aux États-Unis, en Inde ou en Australie, c'est partout pareil. Donc, ne pas le reconnaître, c'est déjà un problème. Mais on est très fort dans nos pays à faire du déni, à se protéger. Il y a des paravents qui ne protègent de rien du tout. Bon, à un moment donné, et ce n'est pas le recteur du Saint-Esprit qui a tiré de la sonnette d'alarme, c'est la société civile, et depuis fort longtemps. Oui, bien sûr. Et nous sommes vous vus dans devant l'école, fin de non-recevoir des autorités sanitaires en disant ce n'est pas important. Donc il a fallu qu'on augmente de 1100% le nombre d'admissions de jeunes dans les hôpitaux. 1100%. National Drug Observation. En espace d'un an. Okay? Pour que on se dise ah tiens, on a peut-être un problème, et que quand le recteur du Saint-Esprit, accompagné de certains autres responsables pédagogiques, disent attendez, on est dans une situation catastrophique et chaotique. Donc c'est trop tard. C'est trop tard. Il n'est jamais trop tard pour faire bien faire les choses. Mais Nicolas Ritter,
nous revenons ça, mais on cite un chiffre, 1100% d'augmentation des cas de drogue. Bon, je suis très mauvais en chiffres. J'espère qu'on va pas me faire du fact-checking et aller voir, mais voilà. Non, mais c'est pas un grave, chiffre qui me justement. revient. Mais Mon point, c'est une cause National Drug Observatory. À ma connaissance, il n'y a pas d'études approfondies lors la consommation de drogue à Maurice. Absolument. On connaît qui la drogue peut consommer, par quel type de population, quel type de substance, Exactement. quelle est la prévalence. Donc, tout ce qui nous peut causer là, ça diagnostic qui nous peut faire là, les basés l'eau, ban fait qui nous même pas sire. Alors, si, quand même, on a quelques études qui ont été faites. Elles sont insuffisantes. Ouais. Il y a eu, grâce au Fonds mondial à Maurice, depuis 2010, de nombreuses études qui ont été faites sur les personnes qui consomment de l'héroïne. Bon. Il y a eu quelques études au niveau de l'usage de l'alcool, cigarettes et cannabis chez les jeunes. Pils a commandité 2 études en 2014-2015, l'une sur la perception des drogues à l'île Maurice et donc avec des chiffres sur qui consomme quoi et une étude sur cost effectiveness of drug policies. Mais ça n'est pas suffisant. Une des premières décisions du Council devra être, à mon sens, de faire une grande étude nationale pour avoir un snapshot de savoir qu'est-ce qui se passe effectivement dans le pays en termes de qui consomme quoi, à quel âge, pourquoi, mais en tout cas, mieux comprendre la problématique pour mieux la cibler et trouver des solutions. Définitivement, on manque d'études solides, mais les évidences quotidiennes, elles sont là. Je veux dire, vous êtes dans les médias et vous voyez bien les témoignages de parents, d'enfants, je veux dire, et des situations complètement hallucinantes. Il n'y a pas besoin d'être sociologue ou anthropologue pour essayer d'analyser, de comprendre qu'à Maurice, on ne peut pas se marcher sur la rue, encore moins si on est une femme seule à partir de 18 heures, que l'insécurité, elle est présente. Alors, ce n'est pas forcément lié au problème de drogue, mais peut-être que oui. Qui a fait une étude pour corréler aussi le lien entre extreme poverty et consommation de produits? Personne. Alors qu'on parle à tout va, il faut combattre la pauvreté, mais à côté, on a des gens qui dépensent 20, 25, 30 000 roupies, 40 000 roupies par mois pour gérer leur dépendance. Et on ne veut pas voir le lien avec la pauvreté. Je veux dire, moi j'ai vu un de nos bénéficiaires vendre jusqu'à la porte de sa maison pour pouvoir se payer sa dose. Mais vous croyez qu'il veut vendre sa part de maison? Personne ne veut vendre sa part de maison. Alors, on a un problème de compréhension de la dépendance. On a un problème de compréhension du pattern de consommation des produits. On a un problème de perception sur qu'est-ce que c'est qu'une drogue. Est-ce que la cigarette est une drogue? Est-ce que l'alcool est une drogue? Est-ce que le sucre est une drogue? L'alcool tue 3 millions de morts par an sur la planète. La cigarette, 6 millions de morts par an. Le cannabis, 0 morts par an. Donc, on ne se dit pas qu'il y a un souci. Si, aujourd'hui, au niveau mondial, il y a une réflexion là-dessus. On se dit que la guerre contre la drogue initiée par le président Nixon il y a 50 ans est une erreur fatale. Et donc, les politiques qui nous mettaient cette idéologie-là, c'est no to drugs, depuis que l'homme existait, l'homme peut prendre un produit psychoactif dans différentes circonstances, pour célébrer, pour faire la fête, pour les prières, pour se détendre, pour se soigner. Donc, on a toujours eu un rapport aux produits psychoactifs, depuis que l'humanité existe, qu'elle soit moderne ou ancestrale. Ça a toujours été comme ça, dans toutes les civilisations, excepté chez les Inuits au pôle Nord, parce qu'il n'y a pas de plantes qui poussent là-bas. Okay? Donc, voilà, ça a toujours été là. Et donc, il faut revenir à ça. Il faut accepter, nous accepter à un moment donné qui nous pas fin gain bonne information. Et il y a des gens qui nous couillonnent nous. Vraiment couillonnent les peuples, qui nous couillonnent la planète pour des motifs économiques, politiques, par des lobbies, enfin pour toutes sortes de vested interests
qui n'ont rien à voir avec la santé et la réalité de ce qu'est l'homme. Je ne veux pas dire que tout le monde doit prendre des produits et que tout va bien. Pas du tout. Il y a pas de produits qui sont dangereux. Il faut les contrôler. Il faut savoir comment on les produit. Qu'est-ce qu'il y a dedans. C'est comme ça qu'on pourra réduire les méfaits et prévenir des accidents. Et ça, c'est le bon sens. Ça. Ouais. Et on applique ça sur la conduite automobile. Exact. Quand vous conduirez une moto. Ouais. Hein? Quand vous utilisez vous tenez à 15 ans, pas si vous mettre casque. Bon. OK? Donc, aujourd'hui, vous prenez une loto, c'est ceinture, airbag, et limitation de vitesse, et radar, etc. Donc, on met en place des choses pour réduire les risques liés à certains comportements. Sur les drogues, par contre, on a une espèce de blunt discours blanket comme ça, voilà, direct, fini. Mais la drogue pas bon, dis-moi qui prend la drogue, il n'est pas bon, mais besoin en prison. C'est un discours simpliste qui ne fonctionne pas, qui n'est pas pour fonctionner et qui ne peut pas trouver une solution là-dedans. À un moment donné, nous devons commencer à réfléchir, apprendre, et moi, comme média, il y a une grosse responsabilité aussi dans l'éducation de ma policymakers et du peuple qui va voter pour ces policymakers. Moi, je l'éducation scolaritaire, je peux cause l'école, je peux cause le fait que l'école publique extrêmement imperméable à une initiative d'éducation, de conscientisation sur la question du VIH, sur la question des drogues, notamment synthétiques. Qui expecte la contribution du Conseil, par exemple, ça, sujet bien précis. Pas besoin de la loi pour faire ça. Il y a une policy. Comment on se fait causer? Il y a besoin de policy dans le ministère, dans le ministère de l'Éducation plus spécifiquement. Qui expecte? Je n'attends pas de miracle non plus, hein, mais à un moment donné, ce sera au Premier ministre et à la ministre de l'Éducation de prendre les responsabilités par rapport à ça. S'ils veulent marquer l'histoire, qu'ils fassent ce qu'il faut faire. Je pense que c'est une golden opportunity. Là. Je veux dire, moi, je ne fais pas de politique politicienne et je n'en ferai jamais. Jusqu'à preuve du contraire. Mais le fait est que si le Premier ministre et les personnes qui souhaitent se faire réélire aux prochaines élections veulent montrer que sur ces questions-là, ils sont progressistes et qu'ils ont envie de penser au bien-être de la population, à un moment donné, ils prennent leurs responsabilités. C'est tout. Après, bon, maintenant, comme on dit hier, j'étais dans notre agenda politique. Moi, mon agenda, c'est la santé, et la santé, c'est maintenant. Et on ne fait pas, pour moi, de politique politicienne avec la santé. Je trouve ça inacceptable qu'on joue avec la vie des gens. Les gens meurent. Les gens meurent aujourd'hui. Alors que le VIH est une maladie totalement contrôlable, une personne traitée ne transmet plus le virus du sida à une autre personne, on ne meurt plus du sida, on devrait avoir 0 mort à Maurice, 0 mort. L'hépatite C, pareil. Aujourd'hui, il y a des traitements qui guérissent une personne en 6 semaines. Allez, 2 mois grand maximum, un comprimé par jour, et c'est terminé. Il ne fait pas de ça un pays que de l'hôpital public. On a une santé gratuite. Gratuitement, ça m'a traité rapidement. Comme si... et on est sur quand même une île avec 1,3 million d'habitants. On a tout ce qu'il faut à Maurice. C'est ce que nous peut dire et qu'on ne cesse de répéter. Mais voilà, il y a des intérêts, des perceptions, des sensibilités. Maurice est un pays complexe. Mais à un moment donné, quand la complexité passe avant la santé des gens, l'intérêt public. Et l'intérêt public, on se dit, quand l'intérêt politique passe avant l'intérêt public, moi, ça me pose question, quoi. Mais là, par exemple, pour nous close à bout de l'éducation, il y a suffisamment de matériel, de ressources pour qui, dans l'école publique, bien sûr, nous venons, nous avons un programme. L'UNESCO a développé des tas de modules. Okay. Donc le prétexte de se dire, bien prendre les temps pour faire ça, il n'est pas valide. Oui, bizarre, adaptez-nous, etc. Je veux dire, alors peut-être que le problème serait qui va intervenir. Est-ce que le professeur de maths ou de biologie est la meilleure personne pour intervenir avec ses élèves sur des questions aussi sensibles et parfois sur un peu de l'intime?
Peut-être pas. Oui. Peut-être qu'il faudrait former un pool de professeurs qui, eux, aillent dans des écoles où ils n'ont pas d'élèves et vice-versa, etc. Mais bien sûr, la question de l'intervention et de la formation est fondamentale. Mais la question de la formation, elle est fondamentale pour plein d'autres sujets à ignorer, ça. Mais clairement, oui. Mais les modules, ils sont là, ils ont été vus et revus et revus et revus. Et je pense que voilà, là, c'est une question, une décision politique qui doit être prise à un moment donné. L'autre question qui m'a l'impression revient très régulièrement et qui a aussi trait avec la prévention et la gestion, mais aussi avec les libertés fondamentales, les droits humains, c'est la question de la stigmatisation. Stigmatisation de personnes qui peuvent vivre avec le VIH, stigmatisation de gens qui ont le programme méthadone, stigmatisation de gens qui sont considérés comme un criminel, c'est parce qu'ils peuvent consommer la drogue. L'OSA qui vous expecte, qui politique vous pensez capable sans eux, et encore une fois, est-ce qu'il nous peut cause sans la loi ou bien il peut cause sans l'attitude, sans politique dans le ministère individuel? Ce n'est pas des policies ou des lois qui vont changer les mentalités. C'est l'éducation. Oui. Donc, tant qu'il n'y a pas de travail dans l'éducation, il ne faut pas expliquer une population pour éduquer. C'est ça que je peux dire là, c'est que les médias ont une grosse responsabilité du coup dans l'éducation, l'information et amener les bonnes informations pour que les gens apprennent, parce que dans l'école, je ne vais pas apprendre ces affaires-là. Dans un métier, je ne vais pas apprendre ces affaires-là. Tout le monde a un canal, etc. Et tout le monde peut parler sur Internet, je reste sur Facebook, sur Instagram, et je ne vais pas faire des recherches. Alors qu'il est tout la même. Moi, pour moi, la drogue et n'a pas de document de référence. Tout le monde a vu ça sur Internet. Facile, il n'a pas de bon site. Mais bien sûr, on peut trouver des gens qui sur Internet pour dire oui, il y a des gens qui fait trouver un vaccin contre SIDA. C'est faux. Donc, il faut savoir trier tout ça. Donc, l'éducation, elle est fondamentale. Donc, la stigmatisation, oui, elle nourrit tout ça. Elle nourrit le fait qu'on ne bouge pas. Politiquement, parce que qui va pour dire les politiques aussi vont stigmatiser si bon ça, au soutien drogué, etc., etc. Donc il nous besoin revoir nous l'approche sur les produits psychoactifs, c'est ce que me disait tout à l'heure. Et ça, il est fondamental si nous avons envie déjà en tout cas essayer de diminuer la stigmatisation de des gens qui consomment des produits. Vous connaissez, et tout dépend de quel produit on parle et tout dépend à quel moment de votre vie et dans quel pays on est. Si vous fumez une cigarette dans la France, c'est cool, c'est open, tout le monde fume, enfin, des terrasses de café, etc. Ou elle fume en Amérique, en Australie, ou ostracisé ou stigmatisé. Dans le Canada aujourd'hui, vous n'êtes pas stigmatisé si vous fumez du cannabis. C'est en vente d'ailleurs. C'est en vente libre. Et c'est là, d'un point de vue thérapeutique, depuis très longtemps. À Maurice, c'est le démon, quoi. Je veux dire, c'est juste n'importe quoi. Et ce qui me déçoit profondément, c'est que on revient encore à des questions de santé. Il n'y a pas très longtemps au Parlement, il y a peut-être un an, quand nous amène le débat sur au moins le cannabis thérapeutique, les politiques se sont réfugiés en se disant on va attendre les avis des experts, l'OMS, etc. L'OMS a statué en novembre dernier, même avant novembre, pardon, sur en tout cas l'année dernière, le dernier trimestre, sur un composant du cannabis qui est le CBD, en disant que c'était un produit totalement inoffensif en termes de problématiques que ça peut créer, mais par contre que les bienfaits du CBD sont immenses, avec un potentiel médical et économique très très important. Qu'est-ce qu'on a fait par rapport à ça? On a des personnes qui ont le courage de venir parler ouvertement en disant qu'ils sont atteints de polyarthrite rhumatoïde aiguë, qui vivent des souffrances terribles et qu'il n'y a que le cannabis qui arrive à les soulager et on leur refuse des soins. C'est de la non-assistance à personne en danger. C'est absolument scandaleux qu'on ne se dise pas, ok, l'OMS a déclaré que c'était correct, il y a des médicaments qui existent, faisons en sorte de les faire venir, du cannabis et de permettre de soigner, au moins là tout de suite, en attendant que le cannabis soit légalisé. Parce qu'il va l'être. Parce qu'il va l'être obligatoirement. Ou peut cause une vertu thérapeutique du cannabis et ou peut cause avec un élément, on va dire, rationnel. La question, Nicolas Ritter, c'est que, bon, c'est tout
des dizaines de noms comme ça, off the cuff, de ban juges, de ban avocats, de ban notables, de ban ministres, de ban hommes politiques, de ban journalistes, qui filment des masses, qu'on nous dit à Maurice de temps en temps. Mais ça va même dire là, il y a un discours public qui n'est absolument pas en adéquation avec ce qu'ils veulent tenir, ce qu'ils veulent faire en privé. La question fondamentale au cause de l'éducation, ce n'est pas aussi l'hypocrisie d'une bonne partie de nos ban responsables, de ban leaders d'opinion dans les différents secteurs, qui fait des affaires en public, en privé, pardon, mais qui ne pas assumer en public. Mais parce qu'ils ne peuvent pas l'éducation pas possible, ils non, ne peuvent ça. pas l'assumer en public à partir du moment où c'est une offense. Comment voulez-vous que quelqu'un, avec la répression qui est à l'île Mais c'est le serpent qui se mord la queue, non? Mais oui, mais à un moment donné, il faut couper la tête du serpent. Okay? Pour qu'il ne morde plus la queue. Oui. Parce qu'à ce moment-là, on a un vrai problème. Et couper la tête du serpent, c'est de se dire, ces lois sont inefficaces, il faut en changer. Hein? Il y a plus de 21 pays qui ont commencé à changer la loi très rapidement. Ils n'ont pas attendu que le CND qui se réunit en mars prochain émette des nouvelles régulations sur les substances psychoactives, parce que ça va se passer en mars cette année. Okay? Le cannabis, il y a de très très fortes chances qu'il soit déclassifié, qui passe de Schedule 1 à Schedule 3, qui va permettre de la recherche, de la production, etc. etc. Mais tous les industriels sont les starting blocks et le wellness market du cannabis est estimé à 987 milliards de dollars pour 2021. Je ne sais pas si vous imaginez. Donc, je crois que le Canada a décidé de but en blanc comme ça, parce que Justin Trudeau écoute les jeunes, etc., de légaliser le cannabis. Il y a de vraies études qui ont été faites derrière. Ils ont vu qu'il y avait non pas simplement un marché, mais des bienfaits pour la population, etc. Il n'y a plus de cannabis au Canada sur les échoppes. Ils sont en rupture de stock. Okay? Ils importent dès les premiers jours. Exactement. Donc, mais ce n'est pas que le cannabis, c'est notre approche au produit, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a besoin de revoir notre... mais c'est normal, Rabin, nous avons été brainwash de 50 ans de fausses informations qui ont permis la construction d'un trafic mondial parallèle. L'alcool a été géré par les États. À un moment donné, les États-Unis en l'occurrence, ont décidé d'en faire la prohibition et la répression. Ça a créé une situation chaotique, ça a créé des mafias, ça a créé des problèmes de santé énormes, parce que les gens continuent à consommer, bien entendu. Et donc, ils ont dû backpedal. Moi, je suis très surpris qu'on mette des lois, qu'on fasse des lois, Maurice. On a eu de cesse de renforcer le Dangerous Drug Act systématiquement dès qu'il y a un problème. Allez, on monte, au point que le cannabis, l'héroïne, tout ça, c'est même niveau. Et on n'évalue pas. Alors que dans votre entreprise médiatique ou dans mon organisation, la culture du suivi-évaluation, elle est extrêmement importante. Bien sûr. Okay? Donc, alors l'État est dispensé de suivi-évaluation. On met des lois et on ne les évalue pas. Je veux dire... Et pour moi, ces lois sont supposées être quoi? Réduire la demande de drogue. Est-ce qu'on a réduit la demande? Non, ça n'arrête pas d'augmenter. Réduire le supply. Les saisies alors oui, alors là, oui, il y a un problème de supply de cannabis apparent dans le pays. Hein, mais par contre, de synthétique, de poudre, alors ça, il semblerait que ce ne soit pas un problème. Et puis, il y a d'autres indicateurs auxquels on pourrait penser. Est-ce que ça va dans la loi-là, il n'est pas fait aussi pour protéger nos populations des problèmes de santé, de criminalité et, nous pouvons trouver HIV on the rise, hépatite C on the rise, nous pouvons trouver une overdose, un problème... Donc, des jeunes qui sont attaqués dans leur intégrité parce qu'ils prennent des produits qu'ils ne connaissent pas et que nous ne connaissons pas non plus. Et ça part dans tous les sens. Donc, à un moment donné, on ne se dit pas « Oups, on a un problème, est-ce qu'il ne serait pas temps de rectifier le tir ?» Et pas simplement sur le cannabis. Le cannabis, c'est peut-être la chose, c'est le plus facile parce que les évidences sont là. Okay? Et des pays ont déjà commencé, etc. Mais il faudrait avoir... La situation dans Maurice est tellement grave en lien avec le VIH et les drogues qu'il nous faudrait avoir une réflexion comme le Portugal a eu il y a 13 ans. C'est-à-dire? C'est-à-dire de dire, bon, là, il faut qu'on réfléchisse de façon dépassionnée
scientifique, rationnel, qu'on mette de côté nos fausses croyances et tout ce qu'on croit croire, etc. Et qu'on se dise qu'est-ce qu'on peut faire pour inverser la tendance. Ils ont fait ça et ils ont décidé de décriminaliser l'usage de toutes les drogues. Le rapport Lam-Shanling en parle comme un modèle potentiel. C'est-à-dire qu'une personne qui consomme dans le cadre de sa sphère privée, quel que soit le produit, l'État, et qui va bien, pourquoi l'empêcher? C'est sa liberté individuelle. C'est du poison, il a décidé de mettre du poison dans son corps, c'est son corps, voilà. Comment il boit l'alcool, comment il fume une cigarette. Exactement. À partir du moment où il commence à avoir une consommation qui devient problématique pour lui, pour sa famille, pour sa santé et qu'il a besoin d'aide, allons lui offrir de l'aide. Il a besoin d'aide, viens. S'il est pris en offense parce qu'il vient consommer sur la voie publique et qu'on n'a pas le droit de consommer sur la voie publique, que ce soit de l'alcool ou que ce soit de l'héroïne, et qu'il est arrêté, il passe devant un panel qui lui dit, écoutez, voilà, c'est pas bien, nanana, mais voilà, vous pouvez vous en sortir si vous voulez, il y a ça qui existe, etc. Ils ont changé la loi, donc décriminalisation de toutes les drogues, mais ils ont surtout investi massivement vers les personnes qui avaient des consommations problématiques, une consommation problématique, voire chaotique, en formation, en hébergement, en programme d'encadrement, d'aide et résultats. Ils étaient le pays européen le plus touché par l'héroïne et le VIH. 13 ans après, c'est le pays le moins impacté. Ce que vous pouvez dire, là, Nicolas Ritter, c'est le choix d'un modèle de société, parce que c'est un modèle de société également. C'est un nouveau paradigme. Ou bien connaît qu'en Maurice, dans nos modèles de société, il y a également des forces conservatrices extrêmement puissantes qui sont à l'oreille, heureusement, malheureusement, probablement, de nos responsables politiques les plus importants. Tout le leader politique écoute les associations socioculturelles, etc. Et eux, les gros players dans sa système qui fait qu'il reste conservateur, ou pas prêche dans le désert en sachant qu'ils s'abannent, nous avons une politique extrêmement sensible parce qu'ils s'abannent influencers là, diazot et penser. Moi, espérer qui mon travail et où travail aussi contribuer à faire un peu d'influencer, un peu d'influence aussi dans ce débat-là. Parce que, oui, le conservatisme existe. Mais Mauricien conservateur aussi. Oui, mais basé sur quoi? Oui. C'est là, parce que on peut avoir une société conservatrice, etc. Mais à un moment donné, quand dans cette société, quelle qu'elle soit, on remarque que mon fils, mon frère, mon neveu se retrouvent dans des situations où ils sont contaminés par le virus du sida, où ils sont addicts à l'héroïne, consomment du synthétique, ils sont polytoxicomanes et qu'il n'y a aucune structure pour leur venir en aide, on ne réfléchit pas un peu à son conservatisme, on dit qu'est-ce que... Bon, il y a un problème là, on essaie de trouver une solution. Et ça dépasse les clivages conservateurs, etc. C'est juste, il faut savoir ouvrir son esprit à un moment donné. Et puis les pays les plus conservateurs ont commencé aussi à bouger. Le Portugal n'était pas un modèle non plus de progressisme. C'est un pays extrêmement catholique, rigide, etc. Eh ben voilà, ils ont mis les problèmes sur la table et ils y sont arrivés. Donc je ne suis pas un naïf. Il faut bien connaître que ça fait là pas pour régler comme ça du jour au lendemain. Les drogues illégales sont très bien implantées dans Maurice et depuis longtemps. Il y a des intérêts aussi derrière économiques colossaux. On parle de milliards de roupies derrière qui profitent à certaines personnes. Donc les choses ne vont pas changer aussi facilement comme ça. Mais notre rôle, c'est d'informer. Pour que les gens prennent leurs décisions, pour que les jeunes puissent prendre leurs décisions. Les gens qui consomment de façon raisonnable, si on peut parler ainsi. Quand on boit, on dit « bois juste, bois comme un pizza ». On sait aujourd'hui, si on m'a pas connu un adolescent, ou plutôt tu peux faire une fête avec ta camarade, prends une bout de pain de bière, graisse l'estomac avant, pas boire l'estomac vide, tu peux gagner battre.
Voilà. Donc, parce qu'on connaît l'alcool, on sait ses effets, etc. Donc, on a juste un discours de bon sens. Et donc, à un moment donné, il faut que le bon sens arrive dans nos pratiques régulières vis-à-vis de ces produits. Et ce n'est pas en hystérisant le débat qu'on va y arriver. Il faut ramener les choses à leurs évidences. On a les produits, ils sont là, ils sont consommés. Le drame, c'est qu'ils sont fabriqués pour l'héroïne ou pour les nouvelles substances psychoactives dans des laboratoires et dans des lieux qui ne sont pas en contrôle d'un quelconque organisme de surveillance sanitaire et ne pas connaître qu'ils se peignent là-dedans. Et donc, il y a des dangers, effectivement, à consommer ce type de produit. Plus qu'à consommer peut-être de l'alcool, même si l'alcool, c'est le produit psychoactif qui est le plus impactant sur notre santé, parce que ça va bousiller notre cerveau, notre cœur, nos artères, notre foie, les reins, etc. Alors qu'un ecstasy, ça va vous faire planer pendant une soirée. Vous allez avoir une descente le lendemain, vous êtes moody et un peu dépressif, et puis c'est tout. Votre rein, votre foie, votre cœur, etc., il ne va pas être endommagé comme l'alcool peut endommager les produits. Donc je veux dire, je ne veux pas opposer un produit à un autre. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut être éduqué sur les produits pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Et les bonnes décisions, c'est tout le peuple qui en demande. Alors c'est vrai que moi, je suis un peu atterré à chaque fois, il y a un problème de nous faire de grosses saisies, la drogue, des métalloapondies, etc. Comme si que la peine de mort allait résoudre tous les problèmes. Bien sûr que non. Et il n'y a pas de solution simple. Moi, je ne vais pas non plus dire, je n'ai pas de baguette magique. Il n'y a qu'à faire ça, il faut faire ci. Non. Il faudrait juste essayer de prendre un peu de hauteur et se dire qu'on vit dans un monde qui change et qui change très vite. Et sur les politiques des drogues, je crois que tout le monde a intérêt à bien accrocher sa ceinture parce que la vitesse à laquelle les choses vont changer, que l'île Maurice veuille ou pas, ça va très très vite. Parce que les évidences aujourd'hui sont là. On a même les États-Unis. Vous savez, Donald Trump a signé il y a 3 semaines un décret national pour réintégrer la culture du chanvre aux États-Unis. Alors, c'est un début à quelque chose. Alors, le chanvre, qui n'est pas psychoactif, mais pourquoi? Mais parce que derrière, il y a un potentiel industriel colossal en termes de textile, de construction et d'énormément de choses. Mais on l'avait interdit parce que chanvre, cannabis, même famille, etc. Comme à Maurice, où on enferme des gens parce qu'on trouve des graines de chanvre dans la nourriture pour oiseaux. Donc on est sur des lois qui sont complètement inadaptées, pour être poli, et qu'il faut revoir. Est-ce que ce council aura le courage de faire des propositions dans ce sens? Est-ce que le Parlement aura le courage de les suivre? Est-ce que les forces politiques en présence pour la prochaine échéance électorale, pour gagner sa courage aussi, pour dire bon, ça fait la papier c'est nous bien régler nous façon nous pour travailler dans cette thématique là. Est-ce que le secteur privé pour aussi le courage pour dire bon, la canne à sucre peut-être que est arrivé à une certaine limite et il y a peut-être d'autres possibilités de développement, en l'occurrence le chanvre, par exemple, ou le cannabis thérapeutique et ou le THC, parce qu'un rapport sur le THC va sortir ce mois-ci. Les choses vont très vite. Donc c'est une question d'alignement des planètes, c'est une question de volonté, c'est une question économique. On parle voilà, c'est tout ça qui est là en jeu, mais pour nous, personnes qui vivent avec le VIH, pour toutes les personnes qui vivent avec une dépendance chronique, qui sont à l'héroïne et qui sont obligées tous les matins à 6 heures d'aller prendre leur méthadone devant un poste de police, là, le council là-haut, c'est du blabla, c'est de la fumée. Eux, c'est leur réalité qui est importante. Et c'est absolument scandaleux, malgré que le docteur Rochenou et le courage de se dire, bon, ok, le président ministre a peut-être fait des bêtises et on va rectifier le tir, mais encore aujourd'hui, il y a des gens qui doivent, de façon systématique, tous les matins se lever, aller devant un poste de police, au vu et au su, pour prendre un médicament qui va les empêcher d'être malades. Je veux dire,
c'est hallucinant. On est dans une situation qui n'est pas normale. Mais on a tellement diabolisé les personnes qui sont dans la dépendance, des gens qui consomment des produits, on a tellement diabolisé la méthadone que tout ça semble normal. Il y a très peu de gens qui viennent dire les choses et que c'est pas normal, etc. Donc, je crois qu'on a un vrai problème. Donc, il faut trouver des solutions. Les solutions, elles sont là, on les connaît. On va essayer d'en implémenter un maximum sur les prochains 6 mois. On verra jusqu'où on pourra aller. J'espère le plus loin possible, mais pour l'instant, on verra bien. Nicolas Ritter, on termine une note peut-être qui vous trouve cynique. C'est un Premier ministre qui met ça en place. Nous connaissons comment les politiciens fonctionnaient quand il y a un changement de régime. Ça doit le faire, pas moi qui ne fais ça, donc pas important pour moi. La constitution du Council lui-même, du Conseil, il n'y a pas peut-être un représentant d'autres partis politiques qui peut faire qui peut-être prennent une continuité, qui sont là au courant aussi de ce qui est en train d'être décidé, etc. Donc, dernière question, nous finissons l'interview un peu cyniquement, malheureusement, vous posez une question là comme ça. Est-ce qu'il s'est fait pour durer? Est-ce que ce conseil est à l'abri d'un changement de gouvernement? C'est un gouvernement sans est-ce que vous pensez que le travail il n'est pas à l'abri de continuera? rien du tout. L'avenir nous dira, mais bien entendu, j'aurais adoré voir la présence de leader de l'opposition autour du Council. Ça aurait été un geste très fort de dire, voilà, il faut qu'on dépasse le clivage de politique politicienne sur ces questions-là et qu'on avance. Mais voilà, depuis 1996, moi, je lance l'association PILS et le National Aids Committee a commencé en 2002 et à chaque changement de régime, casser et faire, changer les paquets aller, tirer un mettre l'autre, alors que l'expertise dans ces domaines-là n'est pas énorme. Et on se prive de bonnes personnes, on prend du retard. Moi, je me rappelle qu'en 2004, le Premier ministre de l'époque, Béranger, avait commandé un rapport et même des recommandations par rapport à l'augmentation en flèche du virus du sida chez les toxicomanes. 2003-2004. Et rien, on a fait le travail, on s'est inspiré des meilleures pratiques, on a soumis le document, mais on était rentré un peu après électoral, donc rien ne s'est passé. Il a fallu attendre que la nouvelle équipe se mette en place, qu'elle mette en place ces personnes pour travailler, pour après, en 2006, les choses commencent à bouger et donc on a perdu 2 ans. Et dans 2 ans, c'est des milliers de contaminations, des centaines de contaminations. Donc voilà, j'espère simplement, vous êtes cynique, moi je suis dans l'espoir. Et si je ne gardais pas espoir, je ne ferais pas ce travail. J'espère qu'à un moment donné, nos policymakers vont se dire, bon, on va peut-être pas démonter tout ce qui fonctionne bien, on va essayer de garder, de pouvoir quand même continuer un peu les choses. Après, on peut toujours améliorer les choses, mais les détruire comme elles ont été faites en 2015, ça, c'est absolument scandaleux ce qui s'est passé. Je veux dire, ça a été vraiment d'une violence terrible et surtout avec pour conséquence une reprise de l'épidémie dans le pays. Et donc des dizaines de nouvelles contaminations qui auraient pu être évitées, des dizaines de morts qui auraient pu être évitées. Et il y a des personnes qui ont du sang sur les mains à ce niveau-là. Moi, je n'ai pas honte de le dire, ce n'est absolument pas normal. Donc là, on a un conseil qui se met en place qui va tenter de rectifier un peu le tir, je l'espère. J'y crois sans trop y croire, je veux dire, j'y crois sans étant naïf et voilà, ce qui peut arriver, mais nous pouvons travailler pour qu'ils aient fait la marche. Maintenant, nous peinons tout dans nous l'armée, et c'est PM qui a fait dans son armée, PM sur l'équipe, ce sera à eux de montrer si vous avez envie de faire bouger les affaires dans la bonne direction, dans l'intérêt de tout le monde dans ce pays-là. Nicolas Ritter, c'est sur cette note pragmatique, mais avec un peu d'espoir quand même, que nous vous disons merci d'avoir accepté notre invitation. On se retrouve, nous, la semaine prochaine, pour une semaine qui sera dominée bien évidemment par le procès
l'appel du DPP devant le Privy Council sur le prochain Med Point. À la semaine prochaine. Bonne soirée. Au revoir.